Bonsoir à tous et bienvenue sur cette room de l'AFCP et des speakers.com, les Speakers Conference Club. Vous commencez maintenant à avoir l'habitude et on vous remercie de votre fidélité à 18h30 le soir. Donc ce soir, eh bien, un nouvel invité. J'ai le plaisir de recevoir, alors, je dis mais il n'y a pas que moi, hein, puisque nous sommes toute une équipe, bien sûr. Donc nous avons le plaisir de recevoir Régis Clincard ce soir. Bonsoir Régis. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. Alors, il est vrai que d'ordinaire, le soir, c'est plutôt un conférencier que l'on vous présente avec sa thématique, son parcours. Parfois même, ce sont des auteurs qui ont écrit des livres. Et ce soir, on a un sujet qui va tourner autour de l'événementiel. Donc, on est globalement tous concernés puisque nous évoluons tous dans cet écosystème. Et donc, on va faire un focus même sur l'événementiel hybride. Et comme vous l'avez vu, avec Régis, on a un titre un petit peu provocateur, la fausse bonne idée. C'est une question que l'on pose et on espère bien sûr que ce soir vous allez prendre part à ce débat, puisque on est, on va dire, dans une ère peut-être un peu nouvelle. Qui sait, on va voir tout ça ensemble. Alors n'hésitez pas pour nous rejoindre bien sûr à lever la main. Je crois que nous n'avons que des participants avertis. Je ne vois pas de petit icône festif ce soir indiquant de nouvelles connexions. Donc n'hésitez pas à lever la main. Et si vous êtes sur Zoom, là où se trouve d'ailleurs Régis, puisque ne le cherchez pas sur une petite vignette sur Clubhouse, il est avec nous via Zoom. À ce moment-là, vous pouvez lever la main et commenter sur Converser. On vous donnera la parole de la même manière. Oui, alors donc justement, on va préciser que comme Régis et Benoît sont sur Zoom, ils parlent à travers mon compte Clubhouse. Donc en fait, quand vous voyez Philippe qui s'allume, eh bien c'est soit Philippe moi, et donc vous reconnaissez ma voix pour ceux qui me connaissent, et vous allez voir la voix de Régis et de Benoît sont un petit peu différentes, mais c'est mon icône qui va s'allumer sur Clubhouse. Donc ne vous inquiétez pas, ça n'est pas de la schizophrénie, c'est juste la passerelle qui fait que ça fonctionne comme ça. Merci beaucoup. Et d'ailleurs, le sujet dont on va parler aussi ce soir, ça va être d'innovation. Donc Philippe, merci. C'est toi qui es Monsieur Innovation notamment, qui nous permet de créer cette passerelle et qui permet surtout d'enregistrer cette session et cette room que vous retrouverez sur la page YouTube de l'AFCP. AFCP qui est l'Association française des conférenciers professionnels, dont tu es d'ailleurs Philippe le président. Et à ce titre, je vais te donner la parole avant de la donner également à Eric Blot des speakers.com, puisque nous sommes l'AFCP et les speakers.com, les co-organisateurs de cette série de rooms tous les soirs. Ouais, merci Virginie. Effectivement, on a démarré cette série de rooms depuis mars cette année, je crois, Eric, hein, si me semble bien. Donc ça fait 3 mois qu'on fait ça, avec des sujets aussi variés qu'intéressants, avec des conférenciers qui sont FCP, d'autres qui sont pas FCP d'ailleurs, et qui devraient nous rejoindre, et avec des maîtres de cérémonie dont tu fais partie, Virginie, qui nous permettent d'animer dans un format journalistique les rooms en faisant des interviews. Finalement, c'est le format qu'on a retenu pour la plupart des rooms, ce qui donne ce côté très sympathique, très dynamique et très intéressant qu'on a dans ces rooms Clubhouse. Et effectivement, comme tu l'as dit, la passerelle qu'on a mis en place permet aux gens qui n'ont pas Clubhouse ou qui ne veulent pas avoir Clubhouse de se connecter sur Zoom pour écouter ce qui se passe donc dans la room et éventuellement participer si besoin était. Donc voilà, j'ai tout dit sur l'AFCP dans un premier temps, Eric. Eh bien, bonsoir à tous. Oui, l'idée était d'utiliser ce nouveau média pour mettre en avant des maîtres de cérémonie, des conférenciers, pourquoi pas des patrons d'agence. Et puis, on a invité des gens aussi de la presse, des gens du logiciel. J'ai vu que Vincent était avec nous dans la room. Il était venu nous présenter SparkUp, qui est pour le coup une des plateformes qui permet de faire de l'hybride ou de l'événement augmenté. L'idée était évidemment de pouvoir mettre en valeur des conférenciers, leurs thématiques, et en même temps d'échanger sur notre profession dans une période qui, somme toute, a été un peu compliquée pour tout le monde. Donc j'espère que vous avez pris beaucoup de plaisir là depuis mars, que vous avez appris plein de choses, que ça vous a remonté le moral. Et puis on a encore les 3 semaines devant nous avant de faire le break de l'été. Merci beaucoup Eric. Et donc vous l'avez vu, nous sommes tous les 4 on stage avec Christian Poncet qui est mon homologue et qui par alternance avec d'autres MC de la FCP avons le plaisir tous les soirs d'animer ces moments. Alors vous êtes très nombreux ce soir sur Zoom, donc je donne simplement une petite information. N'hésitez pas, vous pouvez mettre vos caméras si vous le souhaitez. Nous ne filmons pas en fait le détail, simplement nous enregistrons cette émission. Donc au niveau image, ça vous permet
fermé. Si vous souhaitez être présent avec nous, c'est plus convivial et agréable. Eh bien, je vous propose que l'on rentre directement et dans notre sujet et surtout que je vous présente notre invité du jour. Comme je vous l'ai dit, c'est Régis Clincard qui est avec nous. Alors Régis, c'est un concepteur, rédacteur et scénariste freelance, mais je vais rentrer un peu plus dans le détail. Et ce dont on va parler aujourd'hui, eh bien, c'est d'événementiel et de ses formats. Notre secteur, ça ne vous a pas échappé, vit une réelle mutation et même s'il est difficile d'en voir encore concrètement les perspectives, nous sommes témoins de certains prémices et surtout d'un nouveau format avec des changements qui sont assez forts. Alors, est-ce créativité, l'innovation qui vont contribuer à relever le challenge de l'événementiel de demain? Eh bien, précisément, peut-être que nous allons ouvrir le débat ce soir à ce sujet. Alors, je vous mets en garde bien sûr, que du coup, nous sommes dans un mode réflexion et nous n'avons peut-être pas forcément encore les réponses. En tout cas, Régis, lui, a déjà posé quelques jalons et c'est un petit peu de ça dont on va parler suite à un article qu'il a posté sur LinkedIn. Et alors, notre première rencontre, Régis, c'est intéressant parce que c'est justement grâce à ce mode digital, puisque nous avons eu le plaisir de faire connaissance alors que le confinement venait juste d'advenir, c'était le 25 mars, et nous étions avec Michael Aguilar, Éric Blot, ici présent, et Philippe Boulanger, et nous animions justement une conférence et un webinaire en réaction un petit peu à la situation qui s'appelait « Comment transformer un pépin en pépite » et qui était principalement adressé aux conférenciers. Donc c'est le digital qui déjà nous a réunis. Donc, sachant que l'événementiel de manière générale est ton terrain de jeu, bien, je suis ravie qu'on puisse ouvrir les débats de manière plus large. Alors, on peut dire que tu étais un ancien concepteur-rédacteur intégré des agences auditoires et marketplace et tu es indépendant depuis 2003. Toi, tu as globalement, on va dire, 3 métiers. Tu es concepteur-rédacteur d'événements, donc aussi bien de l'approche stratégique à la conception générale jusqu'à l'écriture et à la présentation de la recommandation à ton client. Tu es également scénariste de spectacles, de films, sérieux ou pas, et de scénettes, ça on pourra le voir. Et enfin, tu es concepteur-rédacteur de publicité, et ce, en français et in English. Tu as à ton actif, et on comprend ta présence ce soir, plus de 1400 événements. Donc, j'ose espérer qu'on va avoir beaucoup de références. Des clients, alors, je prends le temps, évidemment, de cette présentation parce que c'est important de voir de quelle manière tu évolues dans l'événementiel et pour poser justement le sujet qui est le nôtre. Donc, tes principaux clients, globalement, tu vas du domaine de la banque et de l'assurance, en passant par la pharmacie, l'industrie, l'énergie, la logistique, l'automobile, la grande distribution, enfin, un spectre très, très large. Et tu interviens aussi bien dans la conception de conventions, de séminaires, de spectacles, de remises de prix et également des ateliers collaboratifs, des expositions et puis des lancements produits et des événements grand public. Alors, tout un écosystème dans lequel tu évolues et dont je suis ravie de voir ce soir qu'il y a de nombreux représentants et écosystème dans lequel je travaille avec d'autres prestataires, bien sûr, et puis avec de nombreuses agences. Pour se rendre compte également de ton champ d'intervention, alors excusez-moi, je ne veux pas vous faire un catalogue non plus, donc ne m'en veux pas, il en manquera beaucoup. Je n'en citerai que quelques-uns, à commencer par le digital. Tu as justement en janvier 2021, notamment bien sûr, présenté et la première convention digitale de Kiloutou. Ensuite, des événements plus corporate, pas négligeables, le lancement de l'Airbus A380 par exemple, l'anniversaire des 70 ans de l'UNESCO, et puis diverses inaugurations, notamment de lignes à grande vitesse. Des événements internes, tu organises également, tu l'as fait pour EDF, Orange, Michelin, des grands groupes, des laboratoires et encore des banques, et puis des événements grand public, Canal+, notamment Médecins du Monde. Tu interviens à l'international, je le disais, tu as fait l'ouverture du 15e sommet de la francophonie à Dakar, et puis une cérémonie d'ouverture des 11e Jeux africains à Brazzaville. Ça datait un petit peu, mais c'était l'occasion de voyager un peu ce soir.
Et puis, tu as également mis en place des formats un peu plus originaux, avec des parcours immersifs, sur un théâtre holographique, des spectacles en 3D, en temps réel, et un certain nombre de scénarisations de films et écriture de spots radio. Alors, pourquoi je me prends le temps de vous dire tout ça? C'est parce qu'effectivement, c'est riche de ces expériences que tu as notamment et que tu publies d'ailleurs très régulièrement sur LinkedIn. Tu es quelqu'un de très actif et engagé sur notre secteur événementiel. Alors, avant qu'on démarre, j'aimerais quand même que toi, tu nous donnes ton regard de ton métier et que tu nous dises un petit peu plus en quoi ça consiste. Alors oui, quand tu m'as demandé un CV, je m'attendais pas à ce que tu le refasses en entier pour tout le monde. Il y a beaucoup de choses. Alors déjà, juste pour préciser, parce que quand je t'entends dire, c'est hyper gentil, mais que j'ai fait tel ou tel truc, j'ai pas fait tout seul. Hein, je suis concepteur, mais évidemment, on est plein. Et non seulement ça engage plein d'autres métiers, mais même la conception. Alors ça dépend des fois, mais parfois c'est réellement mon idée. Parfois, c'est très collaboratif avec l'agence et avec les talents de l'agence. Donc, évidemment, on parle là de travail collectif et j'ai pas fait moi-même tout seul avec mes petits bras les beaux événements dont tu parles tout à l'heure. Bah écoute, je sais pas trop quoi ajouter à ce que tu viens de raconter parce que tu as été très exhaustif finalement. Voilà, effectivement, bah, au-delà de ces différents travaux que je fais pour les agences, parce que moi je travaille quasiment jamais en direct avec les annonceurs, je travaille à 99% avec les agences. Comment dire, effectivement, par ailleurs, ça m'intéresse, donc j'ai un certain nombre de réflexions que je partage, comme tu le disais, sur LinkedIn principalement. Puis voilà, quand on me donne l'occasion, comme aujourd'hui ici, mais voilà, principalement sur LinkedIn. Effectivement sur notre secteur. Alors parfois c'est sous un angle un peu humoristique, puis parfois c'est vraiment sur du partage d'expérience ou essayer de lancer des réflexions. Et d'où l'idée là, puisque c'est le grand sujet du moment, enfin un des grands sujets de l'événement hybride, qui est à la fois un grand sujet parce que tout le monde en parle, mais en fait je trouvais que justement tout le monde disait hybride, le mot magique, sans réellement poser les enjeux et ce que ça veut dire, ce qu'on entend par là. Comme si c'était une évidence de se dire on va faire des événements physiques où il y aura des gens connectés en digital, donc c'est hybride. Voilà. Et mon point de départ de réflexion, c'était de me dire que si c'est que ça, c'est pas grand-chose. Alors justement, je ne sais pas si vous avez eu le plaisir et le loisir de lire l'article publié par Régis. Alors un côté un petit peu provoque, hein, clairement. D'ailleurs, je crois, Régis, que c'est un petit peu la couleur de ton tempérament. Tu l'as intitulé « J'aime pas les événements hybrides ». Et donc, on n'a pas souhaité reprendre forcément ce titre ce soir, mais en tout cas de se poser la question, effectivement, si c'était une fausse bonne idée ou pas. Donc, vous l'avez compris, ça va être l'objet du débat. Pourquoi est-ce que tu as voulu précisément écrire cet article ? Bah pour la raison que je te disais, c'est-à-dire comment dire, que je te donnais, comme effectivement on en parle énormément, il y a cette espèce de mantra qu'on entend partout, comme quoi l'hybride c'est le futur de l'événementiel. Et il y a un fond de vérité, j'imagine bien qu'on va en parler. Il y a un fond de vérité là-dedans, mais par contre on nous présente aussi ça comme une espèce de panacée. Que mon avis ce n'est pas, et je pense qu'on va justement l'objet de ce soir c'est un peu d'expliquer pourquoi et après de réfléchir peut-être ensemble, hein, c'est l'idée, ou en tout cas de lancer des pistes sur ce que pourraient être des événements hybrides réellement plus intéressants que des événements digitaux ou physiques purs, sachant que moi le point de départ c'est que sur la plupart des événements dits hybrides que je vois, c'est plutôt moins intéressant qu'un événement physique pur vraiment bien pensé, ou un événement digital pur bien pensé qui vraiment exploite les possibilités du digital pour des raisons qu'on va aborder, c'est-à-dire qu'on a deux publics qui ne consomment pas l'événement de la même manière. Et du coup, effectivement, la question c'est à se poser, c'est est-ce que c'est juste un bricolage, une adjonction comme ça du physique et du digital, ou est-ce qu'il y a réellement des choses à trouver qui sont réellement hybrides et qui du coup sont nouvelles et susceptible de renouveler le format des événements en général.
Alors, je te propose, avant peut-être justement qu'on rentre plus dans le détail, vous êtes nombreux à nous écouter ce soir et merci encore de votre présence sur cette room. Peut-être qu'il serait bien que l'on repose les bases. Qu'est-ce que l'on entend par un événement hybride? Et même, peut-être commençons par qu'est-ce qu'un événement digital? À quel moment commence le format hybride et comment on peut définir un événement hybride? Alors, même, on peut démarrer par l'événement en présentiel ou physique, hein, puisqu'on dit les deux Effectivement. différemment. L'événement en présentiel, par définition, on est dans un événement live, c'est-à-dire que ça se passe sur. Alors, là, je parle plus de la partie plénière, mais après, évidemment, il peut y avoir plein de formats à côté, d'ateliers, de team building, de soirées, etc. Mais on va dire, on est réunis dans un même lieu, ensemble, physiquement, et voilà, on est réellement physiquement dans le même lieu. L'événement digital, par opposition, on a alors ils peuvent être soit dispersés, soit réunis en un même lieu au niveau des intervenants, mais en revanche, les personnes, les invités à l'événement, les participants, sont eux à distance, sont a priori derrière leur ordinateur ou leur téléphone, ou si on prend le cas de Clubhouse, aussi derrière leur téléphone en audio, pourquoi pas. Mais en tout cas, effectivement, ils ne sont pas physiquement présents. Et après, l'idée au début, qui paraît plutôt de bon sens, qui existe déjà depuis longtemps, mais qui évidemment, enfin, il y a eu des phases, c'est-à-dire que, comment dire, évidemment avec le confinement, tout ça, il y a eu 3 mois où plus personne n'a travaillé. Le premier confinement de mars à mai-juin 2020, il se passait plus rien en termes d'événementiel. Après, comme on ne pouvait pas réunir public, on est passé en tout digital, évidemment. On a vu qu'il y avait des limites au tout digital parce qu'on ne fait pas plein de choses sympas qu'on peut faire en présentiel, mais qu'il y a aussi pas mal d'intérêt à faire du digital, évidemment. Et maintenant, la question se pose de manière plus systématique qu'auparavant, même si ça existait déjà, de se dire, est-ce qu'on ne fait pas des formats hybrides où on se dit, parce que l'un des intérêts premiers du digital, évidemment, c'est d'élargir énormément l'audience des événements physiques, puisqu'on n'est pas obligé et après il y a d'autres intérêts évidemment écologiques, de fatigue, parce qu'on ne déplace pas les participants lointains, et donc il y a effectivement une logique à réunir des gens dans un même lieu, ceux qui sont proches du lieu de l'événement, on va dire, en physique, et que les autres consomment entre guillemets l'événement en digital à distance. Voilà. Mais la question qu'on peut se poser après, c'est est-ce que cette expérience est optimale pour les deux publics en fait? Ou est-ce que finalement, ce serait plus intéressant d'être sur place si on peut, ou au contraire d'être entièrement à distance avec personne en physique? Alors, ce mix, en fait, que l'on a quand on a des intervenants en physique réunis sur un studio, par exemple, mais avec un public en digital, tu le mets dans la catégorie du digital. L'hybride, c'est pas ça. L'hybride, c'est quand vraiment on est dans une forme de compromis où on mélange les deux. C'est bien ça? Oui, alors je vais reprendre parce que c'est pas inintéressant, même si c'est pas la voix de Dieu, mais comment dire, la définition de Wikipédia que j'avais remise dans l'article que tu évoquais tout à l'heure, parce qu'elle est assez intéressante par son manque d'ambition, de mon point de vue, et justement c'est intéressant parce que on peut se poser la question de est-ce que c'est juste ça un événement hybride? Donc Wikipédia écrit un événement hybride est un rendez-vous à la fois physique et virtuel. Il donne au public intéressé par un événement la possibilité d'y participer soit par sa présence physique, soit par le biais d'un ordinateur connecté à Internet. Dans ce dernier cas, donc à distance, connecté par Internet, grâce aux innovations technologiques, le public ne perd rien des échanges et de sa capacité d'interaction en temps réel avec les intervenants et les participants. Alors déjà, avec les participants, ce n'est pas toujours vrai. Avec les intervenants, bien sûr, puisque les outils tels que le chat, mais aussi les votes, on peut faire des jeux à distance. Il y a pas mal de choses qui, effectivement, peuvent se retrouver à la fois en physique et en digital et qui donc fonctionnent ensemble. Mais après, si c'est juste ça, un événement hybride, personnellement, je suis pas super bouleversé de c'est complètement génial, c'est complètement nouveau comme expérience. C'est-à-dire que forcément, les gens qui sont en digital, qui sont connectés à distance, ils sont d'une certaine manière doublement punis quand même. Alors, ils sont punis d'une part parce qu'évidemment, étant à distance, comme pour un événement digital, ils ne vont pas pouvoir profiter en fait de tout ce qu'on peut faire quand on est physiquement rassemblé dans un même lieu.
Donc, typiquement, hein, picoler, faire la fête, danser, faire des team building où on a besoin d'être ensemble parce que c'est un peu physique et pas juste intellectuel, se retrouver. Alors, le networking, il y a maintenant des jolies solutions digitales qui permettent de faire des vraies choses, mais ça reste très difficile de mixer les deux populations parce qu'en fait, quand on est plusieurs personnes dans une salle et qu'il y a quelques personnes, surtout si elles sont moins nombreuses, qui sont connectées à distance, ben très vite on les oublie, ces personnes qui sont connectées à distance, parce que elles n'ont pas la présence physique qui fait qu'on voit le moment où elles ont envie de s'exprimer. Il n'y a pas tout l'aspect corporel. Donc effectivement, c'est compliqué, à moins de mettre tout le monde en digital. Mais à ce moment-là, c'est un peu bizarre du coup de mettre les gens qui sont en présentiel derrière des ordinateurs alors qu'en fait ils sont tous à côté les uns des autres. Donc on sent que là il y a quand même un peu des points de friction. Et donc je me suis perdu en parlant. Mais ce que je voulais dire, c'est que oui, voilà, les gens qui sont en digital, d'une part, ils vont pas pouvoir accéder à ce qui est spécifique évidemment à l'événementiel en présentiel, mais en plus de ça, ils vont pas non plus pouvoir bénéficier de solutions digitales en fait qui sont nouvelles et que là on a vu depuis un peu plus d'un an maintenant se développer, dont certaines qui sont hyper intéressantes et qui permettent en fait un engagement individuel des gens, ce qui n'est pas possible évidemment quand on est dans une logique dite de spectacle, c'est-à-dire où on a en gros un public, même s'il peut interagir, et les gens de l'autre côté. Concrètement, pour être clair, il y a des expériences de gamification, il y a des expériences de parcours dans une interface graphique que je vais pouvoir faire si je suis en digital, parce que justement je suis derrière mon ordinateur et que donc les moyens informatiques digitaux vont me permettre d'avoir ces parcours. Si je suis dans une salle, ça n'a pas de sens. Donc obliger des gens qui sont dans la salle à jouer à ça alors qu'en fait ils sont face aux intervenants, c'est très bizarre. On sent bien que ça marche pas très bien. Et donc concrètement, ce qui se passe, c'est que autant sur un événement digital bien pensé, on peut avoir vraiment des super expériences qui sont complètement différentes aussi de l'événementiel physique. Autant en hybride, très souvent, tout ce qui est sympa finalement et nouveau dans le digital passe à la trappe parce qu'on est obligé de se conformer au plus petit dénominateur commun qui est quand même donné par le présentiel. Et à ce sujet, puis après je vais me taire un peu, mais c'est pour ça que j'ai souhaité aussi que Benoît Tristram soit avec nous aujourd'hui, parce que Benoît réfléchit énormément et publie énormément sur LinkedIn. Je vous invite vraiment à découvrir ses articles parce que c'est hyper riche, hyper intéressant. On apprend plein de choses. Il fait de la veille sur les solutions digitales notamment, et évidemment aussi sur leur exploitation hybride parfois. Mais voilà, sur tout ce que le digital peut apporter, qu'on n'a pas normalement dans l'événement physique. Il y a vraiment des très belles choses. Il y a plein de choses qui sont en train d'émerger, qui sont nouvelles. Il y a plein de startups aussi qui se créent ou qui sont très montées en puissance. Et voilà. Et Benoît a vraiment une très très bonne connaissance de ça, donc sans doute qu'il pourra en parler à un moment pour un peu nous parler. Tout à fait. Je vais effectivement bientôt lui donner la parole. Avant, en fait, à t'entendre, Régis, la sensation que ça me donne, c'est que finalement, quand on parle de système hybride, c'est qu'on est sur quelque chose de l'ordre du compromis, du palliatif. On a vécu une situation qui ne permettait plus de faire du présentiel. On a fait, en quelque sorte, un petit peu du sauve qui peut. Est-ce que c'est pas, par contre, l'occasion, justement, de faire naître quelque chose de complètement nouveau? Et en ça va être très intéressant de voir aujourd'hui ce qui peut-être est proposé, parce qu'on ne va pas pouvoir poursuivre. Tu parlais d'engagement tout à l'heure. J'aime beaucoup ce terme parce que revenons au sens pour lequel on organise des événements. Il y a une finalité, il y a un message à faire passer, il y a véritablement un objectif. La question, c'est peut-être de repartir de cet objectif et de voir quel mode on utilise, considérant qu'aujourd'hui, on a vu à la fois des avantages d'un côté, des avantages de l'autre et inconvénients aussi. Est-ce qu'il n'est pas simplement de rebâtir complètement quelque chose? Donc là, en effet, on va peut-être poser la question. Alors, avant de donner la parole à Benoît, j'ai Zoubeir qui nous a rejoint également on stage. Donc, je suppose qu'il a peut-être quelque chose à ajouter. Je vais lui donner la parole. Alors, bonjour à tous. Bonjour, bonsoir, mesdames et messieurs. Je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Régis par rapport aux événements hybrides. J'aimerais juste rajouter un truc, c'est que les événements digitales ne sont pas accessibles. Voilà, cette pandémie nous a appris au monde qu'il y avait d'autres personnes sur Terre et a appris au monde à rendre accessibles ces contenus.
N'oublions pas juste en France qu'il y a 20% de la population qui est en situation de handicap et donc qui n'a pas accès à ces informations. Et donc le digital devrait normalement redonner accès à tout le monde, mais à créer un autre fossé. Car la plupart des plateformes d'événements, malheureusement, elles sont pas accessibles. Aujourd'hui, Vivatech a commencé, Vivatech n'est pas accessible. C'est un événement hybride. On ne peut plus y aller comme avant, donc on se retrouve presque hors événement. Donc un événement hybride, ça doit être un événement qui doit apporter ce petit plus pour casser un peu cette fracture numérique. Merci Zoubeir de votre intervention. En fait, l'idée c'est que, quitte à être dans cette nouvelle réflexion, bien penser l'inclusion. Je crois que c'est l'objet de votre demande. On est sur la notion de l'inclusion et que en effet il y a une accessibilité au monde du handicap qui permette et grâce peut-être au digital, ça sera un moyen de pouvoir le faire et justement d'apporter de nouvelles solutions. Donc de vraiment dans la balance en quelque sorte peser tout ça. Alors merci beaucoup pour votre intervention. Je propose en effet à Benoît peut-être d'activer son micro. Alors Benoît, c'est un homologue à toi, hein, je crois savoir, Régis. Il est également concepteur-rédacteur, mais pas seulement. Il est planeur stratégique événementiel, rédacteur en chef, expert en live streaming et aussi conférencier. Donc on est ravis, nous, au titre de l'AFCP, d'avoir un conférencier, puisque Benoît, je crois savoir que vous faites des conférences sur la digitalisation et l'hybridation des événements, et en plus que vous faites des formations pour les freelances sur l'événementiel digital. Donc vous êtes la personne qu'il nous faut ce soir pour venir alimenter le débat. Bonjour à tous. Oui, effectivement, je fais plein de choses. Et effectivement, ces sujets d'hybridation et de digitalisation des événements, c'est des sujets sur lesquels je travaille et j'essaie de creuser, notamment sur la question des nouvelles écritures. En fait, je rejoins ce que dit Régis aujourd'hui et ce que dit Zoubeir aussi sur ces événements. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que de l'événementiel physique à l'événementiel digital, il y a eu un vrai changement de code et de mode. L'événementiel physique, on avait tendance à gérer un groupe. L'événementiel digital, on gère un individu. Régis le disait très bien tout à l'heure, on est dans deux temporalités différentes entre les personnes qui sont présentes en physique et les personnes qui sont présentes en digital. Quand je suis sur l'événement digital, donc à distance, je suis tout seul devant mon événement. Or, l'événement, c'est un point de rencontre. Et pour moi, en fait, l'enjeu aujourd'hui sur la question de l'hybridation, il y a sans doute des choses qui sont encore un peu mal comprises et il faut réussir à emboîter, à répondre à ce double enjeu, en fait. Réussir à faire venir le public sur l'événement physique et réussir à garder le public du digital présent. Et donc, en fait, c'est compliqué on est dans deux modes et vraiment deux temporalités qui sont différentes et deux attentes qui sont différentes. En digital, on va chercher à avoir des choses qui sont beaucoup plus rapides, presque beaucoup plus instantanées. On est, comme on l'est là, on est dans une capacité à pouvoir dialoguer, à avoir une certaine horizontalité dans les échanges. Alors que sur l'événement physique, il y a un peu plus de verticalité. On a moins de proximité avec les speakers, avec les intervenants, avec les organisateurs de l'événement. Alors que sur le digital, on a moins ces éléments. Après, faut ramener un peu tous les événements sont pas encore suffisamment inclusifs et je rejoins complètement l'intervenant d'avant sur cette dimension-là. Merci Benoît et je vous redonnerai la parole bien sûr ensuite pour pouvoir alimenter peut-être d'un certain nombre d'exemples. Alors j'ai entendu Faïz Mimita que vous souhaitez la parole, mais je vais donner qui vous l'avez demandé avant. Philippe Boulanger, tu souhaites intervenir également? Oui, alors évidemment que je trouve que le travail qui est fait aussi bien par nos deux invités, hein, c'est-à-dire aussi bien Régis que Benoît, sont des travaux qui sont très intéressants. Pourquoi ? Parce que ce sont des créatifs
Et on a besoin d'avoir des nouveaux événements créatifs. En fait, je crois qu'il y a quelque chose d'important dans l'événementiel, c'est qu'on cherche toujours à repousser les limites. Et en ça, on est très proche des mécanismes d'innovation que je préconise de manière générale. Donc en fait, c'est très intéressant de voir l'approche à la fois de Régis et à la fois de Benoît. Donc alors Régis, on a eu l'occasion effectivement d'interagir pas mal de fois sur des propositions. Et donc en fait, on s'est trouvé face au confinement. On a réagi tout de suite au niveau de la FCP en faisant des événements qui étaient complètement numériques au départ, et puis ensuite effectivement hybrides. Et tout de suite, la question s'est posée, comment on peut repousser les limites pour aller plus loin. Alors nous, ce qu'on a amené à la FCP par exemple, c'est le fait de pouvoir faire intervenir des gens qui n'auraient jamais pu intervenir avant en physique. Donc en fait, le côté hybride et numérique nous donne cette possibilité-là. Et on a fait intervenir des conférenciers américains, anglais, canadiens, sur lesquels j'ai fait agir une technologie supplémentaire que j'ai mis en place, puisque j'ai mis en place un système d'intelligence artificielle qui permet de les traduire en temps réel en français pour les personnes qui ne parlaient pas suffisamment anglais. Ça commence à venir seulement maintenant dans les logiciels de vidéoconférence de type Zoom, Teams et tout ça. Donc plus d'1 an d'avance par rapport à ce que faisaient les gros de la conférence. Tout ça, pourquoi? Parce qu'effectivement, j'ai toujours cet esprit d'innovation et l'esprit d'utiliser les différentes technologies qui sont à ma disposition. Et bien sûr, je suis un technologue, donc ça aide. Mais cet esprit que l'on voit, qu'on a mis en place à la FCP avec 2-3 personnes, c'est cet esprit-là que moi j'aimerais voir de manière générique, et c'est cet esprit que Benoît et Régis mettent en place. Donc la question qui se pose pour chacun d'entre nous, c'est effectivement comment continuer à innover pour avoir des événements qui soient toujours plus bluffants pour les utilisateurs. Alors je rappelle un élément dans l'innovation, c'est que dès l'instant où on a innové et qu'on rend quelque chose public au point qu'il en devienne commun, et bien du coup ça devient normal pour les gens. C'est-à-dire on est obligé d'aller encore plus loin, on est obligé de trouver autre chose pour que les gens soient intéressés à nouveau. C'est comment dire, le cerveau, c'est l'esprit, les circuits de la récompense qui font que on fonctionne comme ça. Donc on est toujours obligé d'innover. Pour les gens qui sont dans la créativité, on est toujours obligé d'innover. Et c'est pour ça que le travail de personnes comme Régis et Benoît est extrêmement important. Donc il faut qu'on en profite, il faut qu'on sache s'adapter aux formats qu'ils vont être capables de proposer dans le futur. Messieurs, je voudrais pas vous mettre la pression, mais apparemment tout repose sur vous. Alors je vais donner la parole également à Faïs qui est sur Zoom avec nous. Faïs, vous souhaitiez intervenir? Merci beaucoup Virginie. Alors moi j'interviens parce que je suis fan de Régis. Je suis fan aussi de Benoît, et la simple raison pourquoi je suis fan, c'est parce que on avait un problème de référentiel. On a eu cette mutation vers le virtuel. Et toutes les conférences, tous les contenus étaient principalement diffusés par des gens qui étaient aux US, éventuellement en Angleterre. Et nous, en fait, en France, on a notre Régis et on a notre Benoît. Et honnêtement, c'est eux, en fait, qui nous ont donné de la matière. Je suis bluffé par la qualité de contenu parce que vous avez parlé tout à l'heure de l'article de Régis. Et croyez-moi que lorsque moi je vois cette qualité d'article et je vois toute l'interaction qui a été générée par la suite, c'est pas quelque chose d'évident à faire. Voir aussi ce que Benoît a produit pendant toute cette séquence-là, on s'est tous nourris, je pense, communauté événementielle, de ce qu'ils ont fait, parce qu'on avait besoin d'avoir ces référentiels et d'avoir comment le marché est en train d'évoluer. Alors moi, je vais animer une conférence la semaine prochaine et du coup, j'ai besoin d'avoir l'avis des experts, Régis en fait et Benoît, et surtout notamment sur cette notion d'engagement aujourd'hui, cette notion qu'elle sera par rapport à tout ce que nous avons vécu, l'attente du participant par rapport à un événement. Est-ce qu'il va partir plutôt sur une version virtuelle, il va partir plutôt sur une version hybride ou sur une version présentielle, sachant qu'on entend beaucoup de sons de cloche, tout le monde dit « Ah, maintenant, après ce confinement, on a envie d'aller vers du présentiel principalement ». Donc, j'aimerais vraiment avoir votre avis sur le sujet. Alors, je ne sais pas, Régis, si tu veux répondre. En tout cas, Benoît a levé la main. Lequel de vous deux prend la main? Vas-y, Benoît, alors. Je vais noter ce que je voulais dire pour ne pas oublier. Ça marche.
En fait, je pense que la notion d'engagement, elle est majeure, en fait. Et c'est la question de la création de valeur sur l'événement au global, qu'il soit hybride ou digital ou physique. C'est la question de la création de valeur qu'on va être capable d'apporter. Parce qu'en fait, la question de l'hybride, elle rend, et donc l'engagement qui est derrière, ça pose la question de si je mets trop de valeur sur la partie physique, et c'est ce que Régis expliquait bien tout à l'heure en préambule, si je mets trop de valeur sur la partie physique, eh bien, je vais phagocyter toute la partie digitale. Et donc, je vais développer des choses qui sont, au final, qui m'auront coûté des sous et qui seront pas abouties. Et à l'inverse, si je mets presque un peu toutes mes billes et mes réflexions et un engagement très fort sur la partie digitale, je délaisse un petit peu la partie physique. Et ben on va se retrouver à avoir plus de public présent à distance que du public présent physiquement. Et en fait, la difficulté de l'hybride, et c'est pour ça que l'hybride est pas forcément et doit pas être une évidence pour tous les événements, c'est il y a un dosage ultra précis pour générer cet engagement et faire en sorte qu'on ait les deux communautés qui soient capables de se parler et de se répondre à quelques moments. En fait, je pense que la réflexion aujourd'hui, elle est trop centrée. Quand on nous dit on fait de l'hybride, on veut toutes les communautés en même temps, au même moment. Or, ça, c'est pas possible. C'est antinomique avec la différence de temporalité entre le physique et le digital. Merci Benoît. Tu veux compléter, Régis? Oui, pour aller effectivement dans le même sens que Benoît et répondre à FaZe, en fait, je l'avais pas trop identifié comme ça, mais c'est bien, en parlant, ça vient. Quand on parle d'événements hybrides, en vérité, c'est un point de vue extérieur, c'est un point de vue d'organisateur. Parce que nous, on conçoit un événement hybride si on a deux publics, mais le public, lui, ne vit pas un événement hybride. Le public, soit il est sur place et il vit un événement physique sur lequel il voit qu'il y a des gens qui sont connectés en digital, soit il est derrière son ordinateur et il vit un événement digital auquel d'autres assistent en étant eux en présentiel. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que l'expérience que la personne vit n'est pas une expérience hybride, sauf exception, et on va en parler après à travers quelques exemples, mais les gens ont en fait une expérience d'événement qui correspond à leur mode de consommation de l'événement au moment où ils consomment. Donc, effectivement, s'il y a une rencontre de ces deux publics et qu'on a travaillé pour les deux, nous, d'un point de vue d'organisateur, chez nous, agence événementielle, mais aussi le client, évidemment, qui est à l'origine et qui construit son événement, voilà, c'est vraiment un point de vue externe, en fait, cette histoire d'hybride. L'expérience des participants, elle correspond au lieu où elle se trouve, tout simplement, et à la façon dont elle expérimente l'événement. Après, je ne sais pas si tu veux déjà, Virginie, qu'on rentre justement dans les exemples de peut-être d'hybridation. Alors, on va y rentrer, bien sûr, bientôt. Je vais juste donner la parole à Loïc, peut-être parce que Loïc Simon nous a rejoint également. Donc, je connais toujours ses interventions très pertinentes. Donc, Loïc, avant qu'on passe aux exemples. Oui, moi je voulais juste témoigner du côté plus petit dénominateur et de ce que vient de dire Régis. Tu vois, je suis sur Clubhouse en ce moment et j'ai une expérience utilisateur qui n'est pas optimale parce que l'événement est hybride et que par exemple ça sature au niveau du micro de Philippe lorsque vous parlez à partir de Zoom et que toi, quand tu parles, c'est pas assez fort. Donc, je pense qu'effectivement, il faut faire très attention aux événements hybrides. Moi qui faisais des événements 100% en chair et en os avant le Covid et 100% hybride dès le 1er avril de l'année dernière, je peux dire que j'ai beaucoup de craintes par rapport au fait de faire dans quelques semaines des événements hybrides. Voilà. Très bien, Loïc. Donc, Loïc, tu soulèves une question de frustration aussi. Parce qu'effectivement, à vouloir tout faire, eh bien, on ne fait peut-être pas bien l'essentiel. Tu veux réagir, Régis? Je suis tout à fait d'accord avec Loïc. Après, pour le coup, c'est pas spécifique à l'événement hybride, c'est-à-dire que c'est les contraintes de l'événement digital. Alors après, il y a des contraintes en physique aussi, parce qu'un micro qui arsène ou un vidéoprojecteur qui lâche, ça existe évidemment. La difficulté du digital et qui donc existe en hybride pour la partie des participants qui consomment l'événement à distance, c'est évidemment que ce n'est pas que l'organisateur qui maîtrise, l'organisateur maîtrise la diffusion,
mais pas la qualité de réception de chaque personne qui peut être dans un endroit où il n'y a pas de réseau ou qui peut être parasité par différentes choses, donc du bruit autour. Enfin, il peut y avoir plein de choses. Effectivement, ça démultiplie par autant de participants les risques de mauvaise réception. Après, c'est pas exactement le cas pour l'histoire du micro, mais c'est vrai que c'est difficile. C'est-à-dire que dans une salle, ça fait partie des choses qui sont plus difficiles en digital que en événementiel physique, c'est-à-dire que quand le son du micro n'est pas bon dans un événement physique, ben on a un ingé son qui corrige parce que on sait qu'on envoie le même son à tout le monde. Là, bah, moi je suis en train de parler, je ne sais pas si vous m'entendez suffisamment fort, s'il y a du bruit. Voilà, je le sais que si on me le dit en fait. C'est pour ça. Très bien. Merci Loïc. Alors on va rentrer dans les exemples, mais avant de rentrer dans les exemples, lorsque l'on a préparé, Régis, tu as évoqué un exemple que l'on connaît depuis longtemps et qui mérite en effet qu'on y réfléchisse un peu parce que finalement cette situation d'hybride, on va dire, de présentiel ou de distanciel, ça existe et depuis longtemps et on connaît ça dans le domaine du sport. Donc c'est cette analogie que tu as fait, Régis, que j'aimerais bien qu'on rappelle peut-être sur la manière de vivre un événement sportif. On a en plus avec nous des speakers sportifs ce soir et j'ai trouvé la réflexion très intéressante peut-être avant justement d'aller voir ce qu'on expérimente de nouveau maintenant. Je suppose que tu vois à quoi je fais allusion, Régis. Ouais, tout à fait. Est-ce que je te réponds tout de suite ou je vois qu'il y a Arnaud Vitry qui veut demander la parole eh bien, je vais lui donner la parole. Je te laisse répondre. Voilà, je te laisse répondre à cette question qui n'est pas très longue. Je donne la parole effectivement à Arnaud que j'avais vu et après on arrive à ces fameux exemples. Quel teasing. Ah, tu veux que je réponde d'abord, pardon. Oui, s'il te plaît. Ok. Sur effectivement, c'est un point qui est assez amusant, c'est que comment dire, on parle d'événements hybrides évidemment comme d'une manière quelque chose de très nouveau. Et en réalité, il y a un événement hybride, un type d'événement hybride qu'on connaît tous depuis bien longtemps. C'est effectivement les rencontres sportives, que ce soit du tennis, le Tour de France ou du football ou du rugby, peu importe. Ce sont des événements hybrides puisque évidemment la majeure partie du public, en tout cas pour les grandes rencontres, le consomme derrière son téléviseur, tandis qu'il y a des personnes qui sont dans le stade. Et ce qui m'intéresse là-dedans, donc effectivement, c'est deux expériences différentes. On a des gens qui vivent l'événement, et c'est à partir de la même matière. C'est pour ça que ça m'intéresse. C'est comme dans les événements qu'on fait corporate. Donc c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'à un moment, le match, c'est le match. Donc il y a le jeu, c'est les mêmes joueurs, ça va être le même score à la fin. On parle vraiment de la même chose. Donc c'est la diffusion et la réception qui changent. Et donc il y a les gens qui sont dans le stade qui eux vivent un événement physique. Et évidemment, on a les gens qui sont derrière leur téléviseur, qui, eux, vivent un événement, je ne sais pas si on peut dire digital, mais en tout cas à distance. Et ce qui est intéressant de mon point de vue, parce que c'est riche d'enseignements sur ce qu'on doit faire, nous, dans nos événements hybrides, c'est que on a rajouté quelque chose qui n'existe pas dans les stades pour les gens qui sont à distance et qui est effectivement le commentaire sportif. Et pas seulement le commentaire sportif, on a aussi le replay des actions, les ralentis, les statistiques de jeu, etc. Toutes choses que, évidemment, la personne qui est le supporter qui est dans le stade, lui, n'entend pas. Et ce qui est intéressant, c'est que ce serait pas très compliqué, en fait, d'avoir les commentaires sportifs dans le stade. C'est parfaitement possible de l'installer, mais on n'a pas jugé ça nécessaire. Donc là, on est réellement sur deux modes de consommation différents, où on considère que le fait d'être entouré par la foule avec les autres supporters et de vivre l'expérience physique d'être dans le stade est suffisante, voire même que d'avoir un commentaire par-dessus ça, gâcherait peut-être en partie l'expérience pour la plupart des gens, sans doute pas pour tous. Et réciproquement, pour les gens qui sont derrière leur écran, on se dit que si on ne fait que diffuser ce qu'on voit dans le stade et qu'il n'y a pas de commentaires, qu'il n'y a pas justement ces statistiques, les ralentis, etc. rajoutés, en fait, l'expérience est pauvre et que peut-être les gens vont zapper, vont aller ailleurs. En général, c'est pas pour rien qu'on fait des choses en télé, c'est pour que les gens restent connectés, mais ça vaut pour nos événements, donc c'est intéressant. C'est pour éviter que les gens zappent. Donc forcément, c'est qu'il y a une vraie valeur ajoutée du commentaire sportif pour les gens qui sont à distance. Et c'est une vraie source d'inspiration qu'on peut avoir parce qu'effectivement, là, encore une fois, on est sur la même matière de base. Le jeu est le même, mais en revanche, il y a deux modes de consommation différents.
dans lesquels on n'a pas mis en place les mêmes solutions. Et ça, c'est une vraie, c'est quelque chose qu'il faut creuser. Et mon point de vue, c'est que c'est vers ça qu'il faut aller si on veut faire de l'hybride entre guillemets intelligent et qui va un peu au-delà de justement simplement la pièce rapportée de ceux qui sont à distance par rapport à ceux qui ont la chance d'être dans l'événement physique. Merci Régis, il me semblait intéressant effectivement de partir de ces deux expériences. Alors en effet, vous êtes plusieurs à vouloir prendre la parole et je vais vous la donner bien sûr. Vous êtes dans la room organisée par la FCP et lespeakers.com. Merci à tous ceux qui nous ont rejoints depuis. Alors Arnaud, on vous annonce depuis tout à l'heure, c'est à vous, on vous écoute. Bonjour, bonjour. Écoutez, merci pour ce rendez-vous qui est fort instructif. On connaît bien Régis aussi, parce que moi-même je suis issu d'agence événementielle. J'ai rejoint Brainsonic, qui est une agence d'engagement, qui fait le parcours inverse en fait. C'est assez intéressant. Qui beaucoup d'agences événementielles classiques, en fait, finalement, sont parties du présentiel à marche forcée en mars 2020 pour aller vers le digital. Et ce qui est intéressant, moi je le vois puisque je viens de ces agences-là, ces anciennes agences en quelque sorte, et qui elles, à l'inverse, chez Brainsonic, c'est l'inverse. On parlait d'audience, on parlait jamais de public. À l'inverse des agences événementielles classiques qui parlent de public. On parlait d'expérience utilisateur et on parlait pas d'expérience participant. En fait, on était plus dans l'URL que dans l'IRL, en quelque sorte. Et je pense qu'en fait, le constat qui est commun ici, c'est que, et tu le dis très bien, Régis, avec cet exemple du match de foot, en fait, il ne faut pas opposer. On a senti en fait depuis 2020 beaucoup de frustration en fait, frustration parce que on essayait absolument toujours de faire des jumeaux numériques de ce qu'on avait dans le présentiel. Et en fait, l'expérience utilisateur, elle ne peut pas copier. On ne pourra jamais copier un rendez-vous d'affaires, un salon, tout ce que ça apporte, un événement où on va rencontrer au hasard des gens, avoir toute cette sérendipité. Ça ne marche pas. Mais en fait, l'expérience digitale, ça a en revanche beaucoup d'opportunités qui sont différentes. Tu le dis très bien, avec le match de foot, c'est le parfait exemple. Il n'y a pas d'opposition, c'est deux façons de consommer la chose qui vont chacun donner des bénéfices. Et donc, c'est un faux débat de se dire l'hybride. Parce que chacun, en fait, c'est une vraie chance en fait pour l'événementiel, parce que ça va permettre de décupler ou fait d'augmenter peut-être et de donner encore plus, de faire plus de création de valeur pour un même événement. Il faudra l'envisager différent, se dire peut-être que ce qui sera en digital va apporter en fait des opportunités qu'on n'avait pas. Il y en a un qui est simple, moi je le vois ici en développant des événements qui sont hybrides, c'est que déjà ça te permet de donner des KPI, en fait des vrais indicateurs de performance à un événement, parce qu'avant on faisait des questionnaires satisfaction sur un événement full présentiel, mais on n'avait pas grand-chose. Alors aujourd'hui, je suis capable sur du B2B d'aller traquer complètement mon audience et de vraiment pouvoir monitorer la performance de mes médias, de savoir est-ce que derrière ça va me créer des leads, je vais savoir qui c'est. On serait ensemble. Là, je peux très bien, je vois FaZe, il m'a fait une petite demande de connexion sur LinkedIn pendant qu'on le faisait. Et c'est hyper rapide. En présentiel, je ne pense pas qu'il aurait dégainé son téléphone et qu'il m'aurait dit est-ce qu'on peut faire du business ensemble? C'est ça la force du digital. Et ce n'est pas en opposition par rapport au présentiel. Le présentiel, ça va apporter autre chose. C'est deux choses, on parle d'audience et on parle de public. Chacun a ses avantages. On peut essayer de les mixer à certains endroits, qu'il y ait des zones de convergence aussi. Mais parce qu'en plus, la force du digital, c'est la capacité, à des coûts marginaux très faibles, d'augmenter une audience. Je pense. Nous, il y a un dernier point aussi qui est assez important, c'est de se dire, c'est qu'est-ce qu'on adresse à notre public ou à notre audience, d'une part. Puis on se rend bien compte aussi, et ça c'est plus pragmatique, et ça rejoint plus que aussi ce que disait Benoît ou même Régis, c'est que ce qui est clair, c'est qu'un événement, ce qu'on vit en présentiel, très difficilement, on peut difficilement le vivre en digital. Et l'inverse est un peu moins vrai quand même. On peut aujourd'hui avoir des expériences qui se vivent très bien en présent, des expériences digitales qu'on peut vivre en présentiel. Tout ce qui est XR vidéo ou d'autres choses, commencer à apporter des solutions à des vraies expériences, mais qui seront avant tout conçues pour le digital et ensuite qui seront adaptées pour un présentiel. Parce qu'on n'est pas sur des mêmes rapports au temps, on est sur des choses différentes. Mais mon point, moi, juste mon intervention, c'est de dire, c'est pas deux oppositions. C'est que le digital, il apporte au présentiel, alors on peut appeler ça hybride, des opportunités géniales et qui donnent vraiment des atouts supplémentaires à nos métiers
la façon de le valoriser en interne, parce que si on est capable en plus de donner des KPI, un ROI fort, et de montrer en quoi on peut être générateur de business pour les organisations, qu'on peut monitorer encore mieux l'engagement dans le cadre d'une communication interne, eh ben, toute la profession va en sortir gagnant. Merci beaucoup Arnaud pour ce complément et puis d'alimenter la réflexion. Alors j'ai bien noté que Christian est le docteur de je ne sais pas comment on l'appelle exactement, le doc du club apparemment, souhaite prendre la parole, mais avant j'aimerais donner la parole à Benoît, justement pour qu'on comprenne bien. On a parlé de nouveaux événements. Est-ce qu'il est possible, Benoît, de nous en décrire quelques-uns et que tu nous dises dans quel cadre ça s'est organisé déjà, si ça l'est déjà, et où on en est justement de ces nouveaux modèles? Alors, en fait, les événements hybrides, on commence à les avoir en ce moment. Là, typiquement, il y a Vivatech en ce moment qui est sur un modèle hybride. J'ai pas eu encore l'occasion de regarder et de creuser, mais des événements hybrides purs, il y en a pas tant que ça. Il y en a pas tant que ça aujourd'hui. Je sais que dans les demandes et les appels d'offres, il y a beaucoup de demandes sur ce modèle-là, de faire de l'hybride sur du salon notamment. Le salon qui est un format qui a eu du mal à se réinventer en digital et qui se dit peut-être qu'avec de l'hybride, on va, ce que disait très bien Arnaud, je rejoins complètement ce que tu dis Arnaud sur cette notion de pouvoir ouvrir l'événement à des publics différents et d'avoir des points d'achoppement. Après, il y a quand même un hybride et des événements qu'on a pu voir émerger qui s'appellent, moi j'appelle les grands petits événements. En fait, c'est l'hybride multisite. L'hybride multisite, ce sont des événements, et on l'a vu pas mal là, sur le territoire, principalement sur le corporate, où on va se retrouver à avoir des petits groupes de 10 personnes, 20 personnes, qui vont être dans la même salle, en train de regarder le même événement, donc le même stream, et faire en sorte que, un peu à la manière, je rejoins ce que disait Régis, sur un peu à la manière d'un multiplex de foot ou de tournois sportifs, on va pouvoir avoir des points de connexion entre ces lieux-là, en fait, au travers d'un hub qui peut être notre plateforme, qui peut être autre chose. Et ça, c'est des choses qu'on commence à voir arriver au niveau de l'hybride, et c'est sans doute une hybridation qu'on va retrouver de plus en plus par son côté RSE compatible. Alors, j'imagine que selon les types d'événements, effectivement, on va se retrouver face à des challenges différents. Donc, on évoquait la question du salon. Il y a la question du team building. Régis, tu as un exemple assez intéressant, justement, en termes de team building, sur la coopération possible qu'on peut avoir avec deux publics en deux lieux différents et où, justement, l'un peut venir compléter l'autre. Donc, c'est vrai que selon les formats, bien évidemment, j'imagine, les options ne seront pas les mêmes. Oui, alors un peu en amont de ça, ce que peut-être pour un peu, là il y a un écho, pour clarifier un peu les choses. Je pense que déjà il y a une distinction à faire. Moi, je pense qu'il n'y a pas réellement d'événement hybride complètement. C'est-à-dire que l'événement qui fonctionne à l'identique super bien, aussi bien pour le public présent en présentiel et le public en distanciel, personnellement, je n'y crois pas du tout, parce qu'on est obligé de sacrifier l'un à l'autre toujours, et donc, sauf à faire des événements vraiment pauvres. Donc évidemment, le but du jeu, c'est d'élever le niveau et pas de faire des événements pauvres. Donc moi, j'y crois pas trop. Ce que je pense c'est qu'il peut y avoir en revanche des moments hybrides. C'est-à-dire des moments où effectivement les deux populations vont être aussi bien servies l'une que l'autre. Ce qui est évidemment un idéal qu'on cherche à atteindre. Et là, je voulais faire ça en préambule avant l'exemple du team building, c'est-à-dire que il y a deux manières de faire qui sont finalement complètement opposées et qui sont toutes les deux intéressantes. Et de mon point de vue, il faut creuser les deux. C'est-à-dire que il y a ce que j'appelle moi l'hybridation convergente et l'hybridation divergente. Donc concrètement, l'hybridation convergente, c'est quoi? C'est l'idée de se dire, est-ce qu'on est capable d'inventer des formats dans lesquels le fait même que les publics ne soient pas dans le même mode de consommation de l'événement et de participation à l'événement rajoute une richesse et fait qu'on a une expérience qu'on ne pourrait pas avoir en fait
C'est-à-dire que les gens qui sont en présentiel ne pourraient pas avoir sans les gens qui sont en distanciel et réciproquement. Donc ça, c'est l'hybridation convergente. C'est ce qui est le plus dur à obtenir, clairement. C'est hyper intéressant. Il y a un champ d'expérimentation énorme là-dessus, et je ne doute pas que Benoît et d'autres iront là-dessus creuser ça. Mais ça, c'est vraiment intéressant. Et après, il y a l'hybridation divergente. C'est l'idée de se dire que finalement, sauf au moment où justement on peut être sur cette espèce de minimum commun qui fonctionne bien pour les deux publics, typiquement retransmission d'un geste scénographique ou inaugural, prise de parole d'un intervenant, évidemment, qui peut très bien s'exprimer à la fois via la caméra aux gens qui sont à distance et aux gens qui sont dans la salle. En dehors de ces moments-là, l'idée, c'est de se dire, et il me semble que c'est ce que, moi non plus, j'ai pas creusé le truc, mais il me semble que c'est ce que fait Vivatech, c'est de se dire, finalement, on n'a pas le programme, à part à certains moments de convergence, on n'a pas le même programme pour ceux qui sont en présentiel et ceux qui sont en distanciel. Donc, on offre des expériences globalement différentes, avec des points de convergence parfois. Donc là, c'est ce que j'appelle l'hybridation divergente. Alors, je reviens sur l'hybridation convergente, qui est, de mon point de vue, la plus riche, mais la plus dure à inventer. C'est effectivement comment on peut faire des choses collaboratives avec des gens en présence et à distance. J'ai trouvé un exemple, mais j'en ai pas 50 parce que c'est pas facile, c'est très nouveau. C'est effectivement, on peut imaginer un team building, comme je le disais dans l'article, dans lequel on aurait des gens qui sont sur le terrain, qui font un team building, qui cherchent des indices, qui mènent une enquête par exemple, et qui vont être aidés à distance par des coéquipiers dans chaque équipe qui eux sont derrière leur écran d'ordinateur. Forcément, ces gens qui sont derrière leur écran d'ordinateur, ils vont pas aller crapahuter sur le terrain, chercher des indices et se promener physiquement. Mais ils ont accès à Internet, ils peuvent donner des informations, ils peuvent géolocaliser les membres de l'équipe et leur dire où sont les autres. Alors, tout ça vous paraît pas forcément complètement nouveau. À mon avis, dans l'événementiel, oui, mais pas dans l'absolu, parce que évidemment, ça n'est pas venu tout seul et on marche beaucoup comme ça en conception, hein, forcément, on fait des analogies, on trouve des formats ailleurs et on les adapte ailleurs. Mais c'est ce qu'on a dans des séries télévisées comme Le Bureau des légendes, où il y a des gens qui suivent sur le terrain, sur des écrans, plein de petits points qui se déplacent. Et en fait, c'est des agents qui sont sur le terrain et qui réalisent des vraies actions. On a ça aussi dans Esprit criminel, si vous connaissez, avec la geekette très marrante qui est toujours là et qui trouve toujours les informations pour les autres parce qu'elle a accès à des tonnes de bases de données et que c'est une craque de l'informatique. Bref, y a des sources d'inspiration comme ça dont on peut s'inspirer et c'est vraiment intéressant parce que là, du coup, personne n'a une expérience dégradée. C'est-à-dire que les gens ne jouent pas le même rôle dans le jeu, mais ils se complètent. C'est-à-dire qu'il y en a un qui est de support logistique, de vision globale, tout ça, et il y a les autres qui sont sur le terrain, qui réellement cherchent les choses, vont interroger des gens, etc. Donc, c'est intéressant parce que là, on crée un format qui serait moins riche, en fait, réellement, si on était que en présentiel, ce serait plus classique. Et pareil, si on était dans un truc à distance dans lequel on joue, ça existe, hein, et il y en a des très bien d'ailleurs, des escape games à distance, ou des quiz, ou peu importe, des choses qu'on peut faire à distance, mais où on n'aurait pas cette vision de coopération avec des gens qui sont sur le terrain, sur un vrai terrain de jeu physique. Donc voilà, donc là on a vraiment de l'hybridation convergente. Alors encore une fois, là je parle d'un team building et c'est pas pour rien. Sur le type d'événements sur lesquels on travaille, on peut pas faire ça sur l'ensemble de l'événement et c'est bien pour ça que je parle de moment hybride. Et c'est pas l'événement dans son ensemble qui est hybride. Moi, je préfère la notion d'événement augmenté, qui est d'ailleurs augmenté plutôt par rapport à l'événementiel physique, de se dire tiens, qu'est-ce que le digital peut et la collaboration des gens qui sont à distance peut apporter pour enrichir dans l'événement physique. Voilà, donc ça effectivement c'est un exemple. L'exemple qui est plus simple d'une certaine manière de l'hybridation divergente. Alors c'est pas une hybridation au sens propre, mais c'est l'idée de se dire que ok, il y a des moments où nos deux publics en présentiel et en distanciel vont vont se retrouver ensemble donc pour écouter une parole, pour discuter, envoyer des questions, etc., voter, jouer à des jeux. Et puis il y a des moments où ils vont faire leur vie chacun d'un côté. Donc effectivement en digital, et là on peut avoir une vraie expérience digitale. C'est-à-dire que comme on n'est plus obligé de faire participer à ça les gens qui sont en présentiel, pour qui ça ferait pas trop de sens, je peux très bien aller me balader dans un univers virtuel complètement génial, expérience d'événements digital en fait, pendant que des gens sont en train de visiter une vraie expo en physique et discuter avec des vrais gens, etc. Et voilà, et on vit pas la même chose au même moment. Voilà, dans l'article, je prenais l'exemple du repas, typiquement.
c'est pas parce qu'on fait livrer, c'est sympa de livrer une box chez les gens, mais honnêtement, manger une box, l'expérience de manger une box devant son écran chez soi qu'on nous a livré, c'est sympa l'attention, mais ça a juste rien à voir, c'est quand même hyper moins sympa que de manger avec les copains, les collègues que j'ai pas vus depuis un moment. Sauf si j'ai des collègues tout moisis, mais bon, c'est un autre sujet. Donc, si j'ai des collègues que j'ai envie de voir, évidemment, j'ai envie de passer un bon moment avec eux. Donc là, c'est beaucoup plus sympa pour les gens qui sont en physique. Mais qu'est-ce qui empêche finalement, au même moment, pendant que les gens qui sont en présentiel déjeunent, de se dire, bah tiens, on va offrir une expérience qui fonctionne bien pour le digital. Et là, on prend un chef connu, voilà, Etchebest, Lignac, peu importe, Jean Habert, qui vont faire une recette, on connaît tous, hein, c'est le principe de l'atelier de cuisine, et qui va, les gens, on leur a fait prendre des ingrédients avant, et on a un chef qui va s'adresser à eux, mais que à eux, pas aux gens qui sont en présentiel, pour leur faire des recettes, etc. Et là, on bénéficie de la force du digital, c'est-à-dire que le Cyril Lignac, là, quand il vient sur un événement présentiel où il y a 2000 personnes, personne n'entend. Donc forcément, il y a en vérité, alors il peut avoir un micro, mais l'expérience n'est pas hyper conviviale. Donc forcément, après, il faut démultiplier, et ça veut dire qu'il y a plein de mini Cyril Lignac qui vont aider les gens à différents endroits, tout ça. Tout ça est très coûteux, très compliqué. En revanche, aller filmer Cyril Lignac dans sa cuisine, et je suis et je diffuse à 2000 personnes, voire beaucoup plus, qui sont connectées chacune de chez elles et à qui je m'adresse parce qu'on est là face à face dans une visio, forcément, ben là, même d'un point de vue économique, c'est beaucoup plus jouable finalement qu'en physique. Et donc, on met à profit pour chacune des populations le mode d'animation et d'expérience qui correspond effectivement à sa manière naturelle, on va dire, de consommer l'événement et d'entretenir un rapport avec lui. Ce qui est intéressant, Régis, dans ce que tu dis, c'est que on sent qu'on peut avoir une inspiration assez forte finalement du côté de la télé, comme l'exemple du commentateur sportif tout à l'heure que l'on avait quand tu as pris l'exemple des matchs notamment. Là, sur l'exemple des ateliers de cuisine, c'est des choses qu'on voit tout à fait à la télé, qui a été mis en place d'ailleurs pendant le confinement. Donc il y a peut-être des inspirations en effet à prendre à droite et à gauche. En tout cas, ça renvoie bien cette notion de ce qui prime avant tout, c'est l'expérience j'allais dire du public. Mais comme l'a dit Benoît tout à l'heure, il y a cette notion d'individu et de collectif. Donc en ça, c'est très intéressant. Alors je vais donner la parole parce que j'ai les demandes qui se bousculent maintenant. Christian, je sais que ça fait un moment que tu souhaitais prendre la parole. Alors la voici, elle est à toi. Bien, merci Virginie, bonsoir à tous. Un bravo pour Régis et pour ces articles que je suis, que je vois, que je lis, que je trouve pertinents, documentés et avec un gros investissement personnel. Donc, je suis d'accord globalement avec ce que Régis nous dit. Cyril Lignac, entre parenthèses, il est à plus de 15 000 €. Donc, il faut quand même déjà intégrer ça. Après, sur le sport. Je suis complètement de ton avis et on peut même pousser l'expérience un peu plus loin. C'est ce que fait Canal+ avec la Formule 1. Et il faut savoir qu'on peut vivre une expérience que je peux qualifier d'hybride, Régis, je pense, dans la mesure où moi, spectateur devant ma télé, je peux choisir la caméra sur quelle voiture, avec quel angle, et donc j'ai un choix en me connectant à mon espace personnel qui est d'embellir, d'enrichir mon expérience et d'en faire quelque chose d'assez unique. Voilà. Par ailleurs, j'aimerais revenir à quelque chose d'assez simple. Pourquoi on crée un événement ? Parce que c'est ça, en fait, qu'il faut se poser comme question. Et il y a deux aspects principaux pour lesquels on crée un événement. Le premier, c'est parce qu'on a un message à faire passer à une population et qu'on veut l'impliquer. Quand les gens viennent, ils savent très bien qu'on va leur demander quelque chose, soit parce qu'il y a une nouvelle organisation, un nouveau produit qu'il faut développer et qu'il faudra vendre et qu'il faudra adopter si c'est un nouveau logiciel, une nouvelle façon de faire les choses, ou une nouvelle stratégie. Et de toute façon, on va demander aux gens de s'engager et de se mettre en action. Combien de fois j'ai entendu un patron à la fin de la convention dire « je compte sur vous ». Ça, c'est bien. Avec ça, on est tranquille. Et puis, il y a une deuxième chose. C'est on fait vivre aux gens une expérience. Et dans le cadre d'un événement présentiel, c'est quoi cette expérience ? Elle commence par je suis important parce qu'on m'a invité à cet événement qui a lieu
au bout de la France et peut-être à l'étranger sur une île enfin ça se voit un peu moins maintenant, mais ça existe. Donc je suis important. On me dégage du temps de mon boulot pour m'inviter, on me paye le train ou l'avion, on me paye l'hôtel, on me nourrit, on m'emmène dans un cadre sympa, donc je suis important, je compte pour quelque chose. Et ces deux aspects-là font partie de l'événement quand il est en présentiel. Alors évidemment, dans l'événement virtuel, c'est un peu plus compliqué de rendre tous ces aspects-là, et effectivement, l'expérience, elle n'est pas du tout la même. Pour ce qui est des KPI, je réponds à quelque chose que je sais plus lequel d'entre vous parlait des KPI. Je peux vous affirmer que maintenant, avec les applis, il y a des clients, moi je connais des clients comme Orange, qui développent leur propre appli sur les événements et ils font des KPI en direct, comme s'ils les faisaient en digital. Donc ça, c'est pas la question. Maintenant, pour ce qui est de l'hybride, je pense que là aussi, et d'ailleurs c'est ce que tu disais, non pas à mi-mot, mais complètement Régis dans ton article, en parlant des agences qui ont un jeu un peu particulier, qu'il faut comme les constructeurs automobiles, parce que maintenant on fait de l'hybride partout. Alors les constructeurs automobiles, ils se disent on va vendre de l'hybride parce que ça va se vendre, puis de toute façon bientôt on pourra plus vendre autre chose. Et les agences, elles se disent si je suis pas capable d'aller voir les clients en disant je vais vous faire de l'hybride, ils vont passer à une autre agence. Donc il y a un peu un temps pendant lequel il va falloir que chacun trouve sa place, qu'on digère un peu tout ça et qu'on crée des événements en fonction des réels besoins. C'est-à-dire que je suis d'accord pour dire il faut pas opposer les genres, jamais. Ils sont complémentaires, ils ont chacun leur intérêt, mais on aura des couleurs supplémentaires sur notre palette, et à savoir aussi qu'il y a quand même l'argent qui est le nerf de la guerre. Et tout à l'heure, notre ami de chez Brainsonic nous disait, c'est vrai qu'en virtuel, ça coûte quand même vachement moins cher parce qu'il y a beaucoup de frais en moins. Et puis, il y a l'innovation. Et moi, je crois beaucoup dans l'innovation, et je vais terminer là-dessus, avec des applis ou des systèmes comme SparkUp qui, eux, créent une vraie expérience à distance qui pourrait être qualifiée d'hybride, parce que quand tu as un mur d'image avec des gens qui sont à distance mais qui peuvent parler, qui peuvent intervenir, qui peuvent interagir en même temps que les gens qui sont en présentiel, on pourrait qualifier ça d'une nouvelle expérience et d'une expérience qui pourrait éventuellement s'appeler hybride. Mais peu importe les appellations, elles sont non contrôlées, c'est comme dans le vin. Il n'y a pas d'appellation vraiment contrôlée dans tout ça. L'essentiel étant de répondre à un vrai besoin. Alors, je suis assez d'accord sur l'ensemble de l'intervention, sauf sur un point, vraiment. C'est-à-dire que moi, je pense, contrairement à vous, que réellement, on peut avoir une expérience complètement géniale sur un événement digital, à condition justement que ça soit pas un décalque un peu bébête d'un événement physique. Et honnêtement, pour avoir fait des événements où on se promène dans un univers virtuel, où on rencontre des gens, où on joue à des jeux, etc., c'est une autre expérience. C'est vraiment c'est événementiel, c'est-à-dire que ça me sort de mon ordinaire, on me passe des messages, donc réellement l'objectif de communication est rempli. J'ai une vraie expérience. Mais le leurre, c'est de croire. Mais je suis d'accord là-dessus, Régis. Je suis complètement d'accord là-dessus. Voilà, le fait que cette expérience très personnelle, du coup, soit transposable pour un public qui, simultanément à moi, va devoir le consommer en étant réuni dans un lieu où, sauf à les coller tous derrière des smartphones, ce qui est un peu débile, ça va pas marcher. Voilà. En fait, c'est justement l'hybridation qui pose problème. Moi, je pense que le digital a réellement toute sa place et a d'autres vertus. Et après, encore une fois, danser, chanter, à la fête, bien manger, ça se fait à plusieurs. Oui. Non, mais je suis complètement d'accord avec toi. Après, il y a une question de format aussi dont il faut parler, parce qu'un format digital n'est pas un format identique au présentiel. Et là, les entreprises ont du mal à entendre ce message quand tu leur dis, vous avez un format qui est beaucoup trop long, on fait pas comme dans le présentiel. Là, ça bute, ça accroche. Et c'est un point amusant d'ailleurs, c'est-à-dire que ils ont l'impression, alors qu'on est en train de dire que c'est pas forcément la panacée, quand on dit hybride, ils se disent c'est bon, il y a quand même du physique aussi dedans, et du coup, d'une certaine manière, ça les rassure, alors que ça ne devrait pas. Oui, absolument. Alors, je voudrais donner la parole à Eric Blo au titre des speakers.com, bien sûr, puisque depuis quelques mois, ces conférenciers maintenant expérimentent aussi des choses. Eric, tu as un retour à nous faire ? Les retours sont nombreux, en effet. Il y a le sujet
je dirais de grande frustration de la part des conférenciers qui est née dès le début du Covid. La première frustration a été de ne plus pouvoir travailler du tout. C'est Loïc qui disait que tout avait été gelé pendant un certain temps, ou Régis d'ailleurs, qui l'a souligné également. Ça a été la grande frustration de ne pas pouvoir faire son job. Et puis après, il y a cette évolution. Il a bien fallu quand même faire preuve un peu de résilience et de voir qu'il fallait ou changer de métier ou continuer à travailler et trouver des nouvelles façons, et donc de se former au numérique. La plupart des conférenciers ne sont pas des geeks, et pour eux, ça a été un investissement plutôt conséquent. Mais la grande frustration qui survit à tout ça aujourd'hui, c'est de ne pas sentir son public quand on est intervenant à distance. Donc que le public soit réuni dans des petites salles, comme on le disait tout à l'heure, l'événement cellulaire avec le multiplex, somme toute qu'on fait depuis les années 2000, début 2000, en communication financière, ne pas voir son public quand on intervient, qu'on soit PDG ou qu'on soit speaker, conférencier, c'est un vrai souci. Et la première frustration qui a été clairement évoquée, c'était je ne ressens pas mon public, je ne sais pas ce qu'ils vivent. Est-ce que cette blague est bien passée? Est-ce que j'ai créé l'émotion, etc. Et puis il y a eu cette inquiétude que le numérique rendait les choses froides. Ce à quoi j'ai essayé de remonter le moral, de faire mon job auprès des conférenciers en leur disant mais moi je vis autant de belles émotions devant un film ou une série télé que devant une pièce de théâtre. Donc le spectacle vivant qu'est l'événement à l'origine n'a pas la panacée des émotions. On peut très bien vivre des grandes émotions au travers d'un écran. Aujourd'hui, le constat qu'on fait, j'en viens directement à ma conclusion, puisque j'avais écrit un peu ça en commentaire dans l'article de Régis, qui en effet que je recommande à tous ceux qui l'ont pas encore lu, c'est qu'il y a les conférenciers qui sont des motivational speakers, donc qui apportent des émotions fortes, eux qu'ils le fassent en présentiel ou à distance, de toute façon les feedbacks sont très bons. Et je pense même qu'on a beaucoup plus de feedback spontané, y compris pendant l'événement, de la part de ceux qui suivent, donc de la part de l'audience, suivent la conférence et qui se lâchent sur leur clavier en disant à quel point ils ont été touchés, à quel point l'histoire les emmène, les transporte, etc. Donc, frustration de la part du speaker, mais par contre, il y a des feedbacks qui nourrissent à la fin de la conférence. Malheureusement, il y a ceux qui font le show, les performeurs, ceux qui sont dans l'hypnose, les mentalistes, etc. Régis aussi, je l'ai aperçu tout à l'heure, je sais pas s'il est toujours là. Eux, ils ont besoin du public parce qu'ils jouent avec le public. Et franchement, on peut le faire à distance. Ils ont réussi à continuer à faire des événements, mais eux, je comprends que pour le coup, dans l'hybride, il faut qu'ils soient sur scène avec du public dans la salle et que le public ne soit pas à 5 mètres les uns des autres, parce que là, on a un autre problème, c'est que les émotions se transmettent pas quand il y a trois fauteuils de vide. Scott pourra nous le dire, par rapport à l'humour, par exemple. C'est le fait d'avoir quelqu'un qui vibre à côté de soi, qui augmente sa propre vibration. Il y a les conférenciers qui, eux, sont beaucoup demandés, qui, du coup, utilisent le digital à mort parce que ils ont le don d'ubiquité. Ils peuvent faire une conférence à Lille le matin, en faire une à Annecy à midi, et puis une aux États-Unis le soir. Et ça, pour le coup, c'était pas possible avant. Et puis il y a ceux qui apportent de la valeur par le contenu. Et je finis par eux parce que je pense que c'est eux qui ont l'avenir de l'événementiel en tant que conférencier, en tant que speaker. Pour en avoir discuté, par exemple, avec le fondateur de TEDx Paris, on voit bien que les événements qui vont faire grandir les gens en termes de savoir sont ceux qui vont sans doute avoir le plus de perspectives de croissance dans les prochaines années. Et eux, le fait que ce soit hybride, en tout cas qu'il y ait une partie enregistrée, recordée avec un replay, parce que pour le coup, les événements physiques, j'ai souvent vu d'énormes dispositifs vidéo et assez peu de replay derrière, y compris sur les intranets des boîtes. Eux, s'ils arrivent à obtenir ça, ils vont faire grandir leur public et puis avoir beaucoup d'audience. Donc là, je pense que pour eux, le numérique est une augmentation d'impact et de conférences, comme on pourrait appeler ça l'événement augmenté, quoi. Voilà ce que je peux vous faire comme feedback. Merci Eric, effectivement, c'est d'offrir peut-être de nouveaux canaux de diffusion aussi. C'est vrai qu'on voit qu'on a énormément de choses en fait qui s'ouvrent. C'est une vraie réflexion qui est amenée par la profession. D'après toi, Régis, c'est quoi le défi principal qu'on va avoir à relever?
Alors avant de parler de ça, si j'arrive d'ailleurs à y répondre, parce que c'est pas si simple, mais je veux bien rebondir sur le propos d'Éric parce que il y a j'ai vu un événement numérique du coup digital dernièrement dans lequel s'exprimait Moula, que certains d'entre vous connaissent peut-être, Moula Diaby, qui est un magicien qui est vraiment intéressant et qui joue beaucoup avec le numérique et bah qui, comme le disait Eric, vraiment les showman type magicien, mentaliste, etc. Le digital, c'est pas très adapté pour eux. C'est pas très adapté, non seulement, comme tu le disais, Eric, parce qu'il n'y a pas de retour direct du public, mais aussi parce que faisant les choses à distance, il y a toujours le soupçon du trucage un peu bébête, qui n'est pas de la magie, du trucage justement numérique ou etc. Et du coup, c'est très compliqué pour eux parce qu'en fait, jouant en digital, souvent ce qu'ils font est moins impressionnant. Il y a plus de soupçons de complicité de la personne qu'on va faire venir en visio, etc. Ce qui est intéressant pour ça, c'est que là, l'hybride peut servir ce type d'intervenant. J'explique pour. Alors, il explique ça lui par la question des neurones miroirs. Je ne sais pas si vous êtes familier de cette histoire, mais c'est l'idée c'est les neurones de l'empathie. Donc, c'est en fait tout ce qui nous permet de vivre par procuration et qui fait que quand on regarde un film et que le personnage que pourtant on ne connaît pas, qui n'est pas notre copain ou notre copine, est ému, on est ému aussi. Ou il a peur, on a peur aussi. Bon, donc effectivement, c'est ce qui permet de vivre les choses par procuration. Dans le domaine de la magie, c'est vraiment intéressant parce qu'en fait, le fait d'avoir un public présent physiquement avec le magicien, par exemple, ou le mentaliste, fait que la réaction de ces gens dans le public qui voient le spectacle en direct et pour lesquels il ne peut pas y avoir de trucage numérique comme on peut en faire évidemment avec du montage quand on est à distance, en fait, la réaction et l'implication des gens qui sont physiquement sur place fait que ça va impliquer mieux ceux qui sont à distance, qui du coup vont s'identifier comme s'ils étaient dans la salle alors qu'ils n'y sont pas. Ce qui est vraiment intéressant, parce que là, du coup, on a aussi un ajout de l'hybride par rapport à la consommation digitale de ce genre de spectacle. On a ça aussi, et c'est intéressant. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé on nous en a demandé, donc on en a fait, mais c'est très compliqué. Faire des remises de prix en digital, déjà en physique, c'est pas toujours super fun. En digital, c'est chiantissime, quoi. C'est-à-dire que c'est quand même très très difficile de pas aller faire autre chose sur son ordi ou de pas s'en aller, d'autant que personne ne nous voit quand on s'en va dans un événement digital. Pourquoi on regarde les Césars quand on les regarde en tout cas, ou les victoires de la musique, etc. Alors ok, parce qu'il y a des stars, etc. Mais pas seulement en fait. Il y a aussi un public dans la salle et nous tous simples mortels qui regardons ça derrière nos écrans. On ne voit pas seulement ce qu'il y a sur scène, en fait. On voit aussi l'émotion des gens qui sont dans la salle. Et du coup, tout ça nous parle et nous touche. Et ce qui fait que le comédien, la comédienne, le réalisateur, l'éclairagiste qui est nominé et qui a la joie quand il gagne ou la déception quand il perd ou qu'un de ses copains reçoit un prix et du coup il est content et on sent en fait il y a de l'empathie qui circule à distance comme ça, du fait que nous seuls ou en famille derrière notre écran finalement on a cette médiation d'un public qui est présent sur place, qui assiste en direct à l'événement et qui rajoute une couche en fait d'implication et d'engagement pour nous, parce qu'on s'identifie aux gens qui sont dans la salle alors que nous-mêmes n'y sommes pas. Et donc ça, c'est vraiment intéressant. Et là-dessus, il y a un ajout potentiel de l'hybride. Ça marche pas pour tout, mais notamment dès que finalement il doit y avoir quelque chose de l'ordre de l'émotion. Effectivement, et je l'ai fait d'ailleurs moi sur des événements digitaux. Je l'ai fait avec des agences évidemment, mais par exemple sur une convention Toyota qu'on avait dû transposer en digital très rapidement alors qu'elle devait être en physique initialement. Il y avait personne dans la salle et donc on avait un truc qui était super show-off, qui était vachement bien, mais voilà, c'est-à-dire qu'en le voyant derrière l'écran, on se disait quand même j'aurais bien aimé être sur place. Et s'il y avait eu un public sur place qui s'émerveille, qui est surpris, etc. Je pense que du coup, même en étant à distance, on aurait eu plus d'implication et plus de bonheur encore dans ces shows qu'on présentait, parce qu'on aurait eu par procuration la réaction de ces gens avec laquelle on peut être en désaccord d'ailleurs parfois, mais en tout cas
il y a une médiation qui se fait comme ça d'humain à humain parce que on est comme ça en fait, ça se communique. Les neurones miroirs dont je parlais tout à l'heure, c'est censé être celles qui sont responsables du bâillement, ce qui fait que quand vous êtes dans le métro et que vous bâillez, tout le monde bâille derrière vous et réciproquement quand quelqu'un bâille, ça vous fait bâiller. Voilà, c'est-à-dire que ça circule, on ne sait pas exactement comment, mais voilà, l'action qui se passe en dehors de vous finalement a une action directe sur votre psychisme. Alors Régis, je vais te laisser quelques minutes de plus pour réfléchir à ce fameux défi. Je sais que la question n'est pas simple du tout, parce qu'en fait, j'ai sur scène, et non pas que j'ai omis, mais on a tellement de choses à dire. Doctaprès, vous êtes avec nous aujourd'hui. Alors apparemment, vous vous présentez comme le doc du club. Vous auriez une prescription à nous faire au vu de ce que vous avez entendu? Oui, merci Virginie, bonjour tout le monde. C'est un plaisir de vous écouter et je voulais apporter une perspective un peu liée à mon métier justement. Ça sera pas une ordonnance collective mais individuelle parce que en se positionnant à l'échelle de l'individu, lorsqu'on va à un événement, une conférence, on a des besoins spécifiques. Il y a 3 catégories de besoins. Le premier, c'est la compétence qu'on veut acquérir ou entretenir, qui est de l'ordre du cognitif, donc c'est le savoir un peu plus intellectuel, on va dire. Il y a la compétence ou les aptitudes manuelles qu'on veut développer ou acquérir par l'initiation à des modèles, et souvent dans les événements, on va avoir ce type d'initiation. Dans le domaine médical, par exemple, il y a des ateliers qui se font souvent, et pour le coup, la présence physique est très importante. Et puis après, il y a le troisième élément qui est important, c'est le réseautage. Et ce domaine-là est un des éléments pour lesquels finalement le format virtuel est très limitant. Donc, lorsque on regarde les gros événements dans le domaine de la santé, par exemple, il y a des congrès qui peuvent réunir plus de 7 à 10 000, voire 20 000 participants. Et on se rend compte que une des choses que l'hybride va pouvoir apporter, c'est d'apporter l'accès à des personnes qui ne pouvaient pas être présentes pour des raisons X ou Y. Un des exemples assez faciles à voir, c'est les barrières géographiques de l'ordre de choses comme les visas. Beaucoup de congrès en médecine, par exemple, sont limités pour certains médecins dans des pays où ils ont besoin de visas pour accéder. Et ça, c'est une grande frustration. On prend l'exemple des États-Unis qui ont banni des médecins iraniens pendant longtemps ou des choses comme ça. Donc, on voit tout de suite que le format hybride peut maintenir l'accès à ce type de congrès. Même chose pour certains pays en Afrique qui ont besoin de visa pour aller au congrès. Et avant de terminer, l'autre élément que je voulais insister, c'est la question justement d'obligation, parce que effectivement, lorsqu'on se retrouve à aller à des conférences, il y a la volonté individuelle, on le fait parce que c'est pour cette émulation dont j'ai parlé, mais il y a aussi une volonté d'obligation de maintien des compétences, comme dans le domaine médical, ça fait partie du développement professionnel continu. Et cette obligation se met en concurrence avec les obligations du travail au quotidien, parce qu'un voyage, ça prend une journée parfois, le congrès, le retour, les décalages horaires. Et le format hybride permet justement d'avoir cette souplesse, peut-être d'aller à un congrès où on pourrait tirer certaines aptitudes, mais ça prend aussi que les organisateurs pensent à ces éléments-là. C'est pour ça que je voulais apporter cette vision qui est un peu différente. Merci, c'est Doctaprès. Merci beaucoup de votre intervention qui est à la fois enrichissante parce que ces points de besoins cognitifs, d'initiation, etc., on s'y retrouve totalement, et d'avoir cette vision effectivement dans un secteur qui est celui du secteur médical. Il y a beaucoup de sujets, donc c'est intéressant, et je vais donner la parole à Régis parce que je crois qu'il a vraiment à intervenir sur ce point. Oui, sur l'aspect évidemment d'éviter le voyage, etc. C'est un des vrais intérêts de l'hybride, et c'est d'ailleurs, de mon point de vue, c'est même la raison principale pour laquelle ça va perdurer, même si les événements hybrides ne sont pas tous géniaux, ça va perdurer au moins pour cette raison-là. Il y a un point sur lequel je suis pas entièrement d'accord, où en fait ça dépend comment on l'organise, c'est sur l'aspect networking. Sur l'aspect networking, alors initialement, je pensais exactement comme vous, hein, c'est-à-dire je pensais que ne pas rencontrer les gens en physique et d'être du coup à distance
était un vrai empêchement que finalement on n'allait pas rencontrer les gens. Alors ça reste vrai si on est dans un événement où on n'est pas trop nombreux. Auquel cas, ça vaut le coup effectivement. C'est mieux de se voir en vrai que derrière des écrans comme ici là actuellement sur Zoom ou sur Clubhouse selon d'où vous écoutez cette émission. En revanche, quand on est dans des grandes populations, donc on parle de plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de personnes, en vérité, faire du networking, c'est très compliqué. C'est-à-dire que comment je sais, moi, les personnes qui sont intéressantes à rencontrer pour moi? En fait, je ne peux pas. Et donc, je peux parce qu'il y a des outils pour ça maintenant, mais spontanément, je ne peux pas. Et là, le digital a un vrai intérêt. C'est-à-dire que maintenant, avec les applis de matching, je peux décider, sans connaître personne, de dire, moi, j'ai envie de connaître le gars qui est le spécialiste de la plomberie du boulon de 6,5. Et s'il y a des gens dedans qui sont dans l'assemblée, qui sont dans l'assemblée virtuelle, donc qui sont le spécialiste du boulon de 5, de 6,5, je ne sais plus, je vais pouvoir les rencontrer comme ça. Et en plus, je vais me retrouver dans une room comme maintenant là en visio, comme on l'est actuellement sur Zoom, où finalement, je ne suis pas limité comme dans une salle où on a prévu 10 places ou 20 places. C'est-à-dire que si on n'est que 2 à être intéressés par le sujet, on sera 2 intéressés par le sujet et on va pas occuper une salle puisque c'est virtuel. Et si on est 40 intéressés par le sujet, eh ben on sera 40 en visio à parler de notre sujet qui nous intéresse tous. Et où en physique, ça aurait été beaucoup plus compliqué parce que, évidemment, une fois que la salle est remplie, surtout avec les limites Covid. Donc, il y a cet aspect limite de taille et il y a cet aspect d'identifier les gens qui sont intéressants pour nous, où là, le digital a un vrai apport. Et d'ailleurs, de ce point de vue, il y a de l'hybride dans le présentiel depuis quelques temps déjà, c'est-à-dire qu'il y a des applis digitales dans les événements, et c'est intéressant de les mettre en œuvre, dans les événements physiques où, quand on a un grand nombre, on peut justement se trouver, alors grâce à son téléphone, on va se donner rendez-vous et on va trouver les gens qui nous intéressent dans une assemblée qui est énorme et dans laquelle, sans l'outil digital, je serais bien embêté parce que je vais pas aller poser la question à 1000 personnes de ce qui sont spécialistes du boulon de 6, quoi. Donc, voilà. Donc là, c'est sur l'aspect networking, c'est peut-être moins fluide, moins spontané, mais sur des très grandes populations, ça a des vraies vertus pour le coup de passer par un aspect digital. Merci Régis. Alors, il y a une autre personne qui est avec nous ce soir à laquelle nous aimerions donner la parole, c'est Dan, puisque Dan est producteur de spectacles et avec une approche un petit peu différente. Donc, en termes d'événements de spectacles, justement, en mode hybride, Dan, est-ce que vous voudriez peut-être monter on stage et témoigner également? Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Alors, bonjour tout le monde. Je vous écoutais d'une oreille. J'étais en train de travailler en même temps. Ah, très bien. Donc, vous avez juste entendu que Gaulé. Oui. Non, j'ai vu que vous m'aviez, pardon, enfin, je vous écoutais tout en travaillant, donc forcément, j'étais pas très attentif. J'écoutais un petit peu. Moi, j'ai fait un événement hybride, en fait, la semaine dernière, au Beau. C'était vendredi soir parce qu'en fait on a permis à des artistes mais vraiment débutants pour la plupart de monter sur scène pour la première fois, donc au Théâtre Beau, et on a retransmis la soirée sur Clubhouse. Donc c'était une soirée donc hybride. L'expérience était assez intéressante pour une première. On va dire que c'était un coup d'essai. On a eu plutôt de très beaux retours. Voilà. Là, l'idée, encore une fois, l'idée première, c'était de pouvoir permettre à des humoristes, et encore une fois, pour la plupart vraiment débutants, de fouler une scène pour la première fois et voilà, et de passer en live sur l'application. Voilà. Donc, je pense d'ailleurs que j'étais peut-être un des premiers à faire ça au niveau théâtre. Au niveau one man, grâce à Eric d'ailleurs qui m'avait soumis l'idée au tout début. Donc ça, on en avait parlé tous les deux. Quoi vous dire d'autre? Moi j'ai une question pour toi, Dan. Merci d'être monté un stage pour nous raconter ça. Comment
comment tes humoristes l'ont vécu, le fait de pas avoir le public dans la salle et puis d'avoir peut-être la majeure partie du public à distance. Alors ils avaient le public dans la salle par contre. Alors ils avaient le public dans la salle en jauge réduite et ils savaient qu'ils avaient le public également en audience. Si tu veux. Donc là pour le coup c'était on va dire mi-hybride hein, parce que la salle était quand même un petit peu remplie. Ok, merci. Merci beaucoup de ce retour et de cette expérience. Je crois que sans doute ce qui va être intéressant dans les mois qui viennent, c'est en effet le partage que l'on va faire les uns des autres, puisque j'imagine que chacun va expérimenter aussi de nouveaux formats. Nous arrivons bien sûr, il est 20h déjà, donc sujet passionnant, Régis. Hein. On n'a pas mis un curseur à celui qui finit le plus tard, mais t'es pas mal placé quand même. Hein. Par contre, je peux juste vous témoigner parce que je l'ai dit souvent dans mes rooms et on a organisé des rooms là-dessus sur le. Ah, ça la plupart des arts oui. que j'ai pu très très compliqué. Honnêtement, ils l'ont fait parce que voilà, c'était le confinement et que voilà, il fallait le faire. Ils ont tenté l'expérience, mais voilà, rien ne vaut du public. Donc, je ne suis pas sûr qu'ils réitèrent l'expérience. En clair, quand je dis hybride, donc on parle plutôt d'expérience hybride, c'est-à-dire un peu de public dans la salle, du public à l'écoute. Mais le fait de faire ça uniquement devant des caméras, c'est très très compliqué. Si vous n'avez pas de retour devant vous, en tout cas là je parle d'humoriste, très 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 compliqué. Merci de ce retour. On est bien dans cette recherche quand même de partage d'énergie symbiotique entre le public et la scène et dans la salle entre les gens qui assistent. Parce que en effet les neurones miroirs dont parlait Régis tout à l'heure, c'est aussi les neurones miroirs avec son voisin de gauche et de droite, quoi. C'est essentiel à mon avis, quoi. Encore une fois, que ça soit bien clair, je vous parlais d'humoristes, hein, donc c'est-à-dire que là je vous parle vraiment d'humour, c'est-à-dire que les humoristes ont vraiment besoin à un moment donné d'avoir un ressenti, d'avoir les gens devant eux, d'avoir les rires, mais d'avoir les rires devant eux, c'est-à-dire que ouais, mais tu sais, plus important. Quand un PDG prend la parole devant ses équipes, il a besoin de ressentir que ses équipes sont derrière lui. Hein. C'est un peu la même chose. Il va pas chercher les mêmes émotions, mais il a besoin d'un retour. Il a besoin de retour. Le feedback est important. Il est peut-être moins drôle, mais c'est peut-être la même chose. Tout à fait. Ouais, c'est ça. Ça dépend. Ça dépend des patrons. Très très drôle. Alors, avant d'arriver sur notre conclusion, je voudrais peut-être donner la parole. Je refais un petit tour d'horizon très rapide. Je vais donner la parole à Christian, puis Philippe et Eric, et je reviendrai sur mon dernier point après Régis sur ce défi qui sera notre mot de clôture. Alors, Christian, je crois que tu voulais redire quelque chose. Je trouve que tout ça est vraiment passionnant et qu'on va avancer, qu'il va se passer plein de choses, que la période qu'on vient de vivre, qui a été dure pour beaucoup de gens, a fait en sorte que on sorte par le haut en essayant des solutions différentes, nouvelles ou pas, ou en remettant, parce que ça m'a fait marrer quand Eric dit on fait des multiplex quand même depuis tellement longtemps et on appelle ça différemment. Alors il y a un peu de ça, et puis il y a des vraies innovations, et puis ça montre toute l'importance de nos métiers, parce que je pense que plus que jamais, ce sera important d'avoir des gens comme nous qui relient les gens. Merci beaucoup, Christian. Effectivement, le relationnel, on sent que c'est quelque chose de très important. On l'a eu aussi avec l'intervention tout à l'heure de Doctaprès qui nous parlait de cette notion de réseautage. Philippe, alors notre homme de l'innovation, j'imagine que le champ des possibles qui est en train de s'ouvrir est quelque chose qui te réjouit à l'avance? Alors, ce qui est frappant pour moi, c'est que le champ des possibles, pour moi, il a toujours été ouvert. C'est-à-dire qu'on est juste dans une autre phase, mais le champ des possibles, on est en innovation permanente, on est en innovation continue dans ce métier-là, dans ce milieu-là, et penser que c'est juste une nouvelle zone d'innovation, je pense que c'est une zone de rupture pour effectivement les personnes qui n'étaient pas dans le domaine du digital. Si on prend effectivement les événements sportifs dont tout à l'heure Régis parlait, c'est un excellent exemple. Ça existe depuis très longtemps en termes d'événements hybrides, avec d'ailleurs en plus des formats télévisés qui sont extrêmement bien faits. Je rappelle aussi qu'aux États-Unis, à cause de la taille des États-Unis, les conférenciers sont habitués depuis très longtemps à faire des événements hybrides. Pourquoi ? Parce qu'ils n'avaient pas le choix pour déplacer des foules dans différents États.
ça faisait très longtemps qu'on faisait ça. Donc, certes, les conférenciers qui étaient habitués à ça, ils ont strictement aucun problème aux États-Unis. Par contre, ceux qui étaient habitués à faire que du présentiel, effectivement, ça a été une catastrophe pour eux. Donc moi, mon sentiment, c'est que ce qui s'est passé avec le Covid est un accélérateur de changement supplémentaire, mais on est en accélération sur l'innovation de manière générale, de toute manière. Ça, c'est un des éléments dont je parle dans mes conférences sur l'innovation. On est dans une accélération permanente, et s'il y a une phrase qu'il faut retenir, c'est que la vitesse de changement qu'on voit aujourd'hui, eh bien, c'est la plus lente que vous verrez pour le reste de votre vie. Et ça restera vrai tous les jours à venir de votre vie. On est en accélération permanente. Donc, si on est prêt à cette accélération, parce que justement on innove en permanence, eh bien effectivement, il n'y a que de bonnes perspectives qui peuvent se trouver devant nous. Merci Philippe. Eric, quel sera ton mot de la fin ? Moi, je suis à peu près d'accord avec ce que vient de dire Philippe. Je pense que les technologies existent depuis 2000, que par contre là, on a assisté à une grande démocratisation de cette technologie. Contrairement à ce que disait Zoubir tout à l'heure, je pense que le digital a permis une plus grande accessibilité à tous ces événements. Maintenant, Madame Michu sait lancer Zoom. C'était pas le cas il y a 2 ans. Donc là, il y a beaucoup plus de possibilités qui se sont ouvertes. Et maintenant, moi, je crois beaucoup à des gens comme Régis et Benoît pour amener de l'intelligence dans tout ça, que ce soit pas juste le gadget, que les commerciaux des agences amènent par obligation, et que les annonceurs